voici que ce soir, mesdames et messieurs, nous allons par cette somptueuse entrée fêter, s'il en est, Jean-Jacques Rousseau. Aussi ensemble allons-nous parcourir les années 1712-1778 et emprunter par là même l'itinéraire de la vie de ce grand homme. Un petit clin d'œil sur l'an 1712 et nous rentrerons ainsi de plein pied dans les premiers temps de Né d'une famille calviniste, Jean-Jacques Rousseau est orphelin de mère quelques 9 jours après sa naissance et abandonné par son père dès l'âge de 10 ans. Il est alors élevé par son oncle, le pasteur protestant Gabriel Bernard. Au gré du temps, autant que de ses errances, il est pris en charge par plusieurs personnes ou familles, ce sera selon. Le pasteur Lambertier, près de Genève, chez un greffier, chez un maître graveur, avant d'être confié par le curé de Confignan, Benoît de Pontvert, à une vaudoise récemment convertie au catholicisme, la baronne Françoise Louise de Valence. Elle convertit Jean-Jacques Rousseau au catholicisme et sera à l'origine d'une grande partie de sa vie sentimentale et amoureuse. C'est en 1730 qu'il décide de rejoindre à pied Neuchâtel afin de donner quelques cours de musique et puis de se rendre en Savoie à Chambéry en passant par Cosne. Il deviendra rapidement maître de musique auprès de jeunes filles de la bourgeoisie chambérienne. Il y séjournera pas moins de 10 années.
C'est à la suite de ces 10 années qu'il rejoint Madame de Warens pour prendre le titre d'intendant. En 1739, il écrit son premier livre, Le Verger de Madame la baronne de Warens. Il apprécie au plus haut point cette petite ville de Chambéry, où l'on goûte, dit-il, la douceur de la vie dans un commerce agréable et sûr. Mais celle qui lui fit écrire « Je lui dois de ne pas mourir sans avoir connu le plaisir » fut Madame de Larnage, âgée de 20 ans de plus que lui, mère de 10 enfants et épouse d'un lieutenant général des avoués du roi, en se faisant passer pour un citoyen anglais. Et rien que ça. Dit-il, et si je m'essayais au système de notation musicale? Dans le même temps où il se lie avec Madame Guépinet et Denis Diderot, il publie 2 essais sur ce thème. Le premier sur de nouveaux signes pour la musique et le second intitulé Dissertation sur la musique moderne. Le peu d'empressement par le public de ces publications le conduit à se rendre en Italie, où il occupe le poste de secrétaire du comte de Montaigu, ambassadeur de France à Venise. Il aimera alors passer un peu de son temps au pays du Vénitien Vivaldi. Le voici revenu dans ce bon pays de France. Il fait bon se retrouver à Paris. Voyons, et si je retournais dans cette auberge où la servante est si jolie? Et c'est ainsi qu'en cet été 1745,
Il fit la connaissance d'une jolie brunette. Il se met en ménage avec elle, et de cette union verront naître 5 enfants. La vérité vaut de dire que tous les 5 furent remis aux enfants trouvés. Bien tragique décision qui plus tard lui fut fortement reprochée. Il faudra attendre le livre 9 de ses confessions pour en apprendre les raisons jugées par lui essentielles. Enfin. Proposé par l'Académie de Dijon et obtient le premier prix avec son discours sur les sciences et les arts. Puis 5 ans plus tard, toujours à Dijon, présente son second discours intitulé « Discours sur les fondements et les inégalités parmi les hommes » qui déclenchera de vives polémiques. Qu'importe, il ne changera pas d'idée pour autant. Il voyage quelque peu, bien décidé à poursuivre sur la voie philosophique qu'il s'est tracée. Vient alors le temps où, craignant que l'on s'attaque à sa personne, il commence son œuvre autobiographique. Un long et extraordinaire travail alors commence. Il se lance dans l'écriture de ses confessions. Étrange miroir, où Rousseau devient le juge de Jean-Jacques. Peu à peu, la vision de Jean-Jacques Rousseau s'aiguise. Critiqué par des philosophes, attaqué par Voltaire lui-même, il ne cède rien sur ses idées, autant que sur ses certitudes. La population ira jusqu'à brûler ses livres et sa maison. Qui a dit renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme? Rousseau. Qui a dit moins inculte et raisonnable, plus on cherche à l'établir par la force? Rousseau. Qui a dit se faire sa propre opinion n'est déjà plus un comportement d'esclave? Rousseau. Qui a dit pour connaître les hommes, il faut les voir agir? Rousseau. Et puis encore, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La vieillesse, le temps de la pratiquer. Rousseau, Rousseau, Rousseau. La vérité par l'usage des mots.
plus qu'elle ne le prévint. C'est le 2 juillet, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, qu'il s'éteint. Il a 66 ans. Il est inhumé dans l'île des Peupliers. En 1794, les révolutionnaires le porteront nu et la Convention demandera son transfert au Panthéon. L'homme qui s'était tant battu pour le peuple devient alors une gloire nationale. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau pose le problème de la sincérité de son rapport à la vérité. Son œuvre ouvre une toute nouvelle forme de réflexion sur l'homme, peut-être la toute première de l'ère moderne. Né d'une famille calviniste, Jean-Jacques Rousseau est orphelin de mère quelques 9 jours après sa naissance et abandonné par son père dès l'âge de 10 ans. Il est alors élevé par son oncle, le pasteur protestant Gabriel Bernard. Au gré du temps, autant que de ses errances, il est pris en charge par plusieurs personnes ou familles, ce sera selon. Le pasteur Lambertier, près de Genève, chez un greffier, chez un maître graveur, avant d'être confié par le curé de Confignan, Benoît de Pontvert, à une vaudoise récemment convertie au catholicisme, la baronne Françoise Louise de Valence. Elle convertit Jean-Jacques Rousseau au catholicisme et sera à l'origine d'une grande partie de sa vie sentimentale et amoureuse.
C'est en 1730 qu'il décide de rejoindre à pied Neuchâtel afin de donner quelques cours de musique et puis de se rendre en Savoie à Chambéry en passant par Cosne. Il deviendra rapidement maître de musique auprès de jeunes filles de la bourgeoisie chambérienne. Il y séjournera pas moins de 10 années. C'est à la suite de ces 10 années qu'il rejoint Madame de Warens pour prendre le titre d'intendant. En 1739, il écrit son premier livre, Le Verger de Madame la baronne de Warens. Il apprécie au plus haut point cette petite ville de Chambéry, où l'on goûte, dit-il, la douceur de la vie dans un commerce agréable et sûr. Mais celle qui lui fit écrire « Je lui dois de ne pas mourir sans avoir connu le plaisir » fut Madame de Larnage, âgée de 20 ans de plus que lui, mère de 10 enfants et épouse d'un lieutenant général des avoués du roi, en se faisant passer pour un citoyen anglais. Et rien que ça. Dit-il, et si je m'essayais au système de notation musicale? Dans le même temps où il se lie avec Madame Guépinet et Denis Diderot, il publie 2 essais sur ce thème. Le premier sur de nouveaux signes pour la musique et le second intitulé Dissertation sur la musique moderne. Le peu d'empressement par le public de ces publications le conduit à se rendre en Italie, où il occupe le poste de secrétaire du comte de Montaigu, ambassadeur de France à Venise.
aimera alors passer un peu de son temps au pays du Vénitien Vivaldi. Le voici revenu dans ce bon pays de France. Il fait bon se retrouver à Paris. Voyons, et si je retournais dans cette auberge où la servante est si jolie? Et c'est ainsi qu'en cet été 1745, il fit la connaissance d'une jolie brunette. Il se met en ménage avec elle, et de cette union verront naître 5 enfants. La vérité vaut de dire que tous les 5 furent remis aux enfants trouvés. Bien tragique décision qui plus tard lui fut fortement reprochée. Il faudra attendre le livre 9 de ses confessions pour en apprendre les raisons jugées par lui essentielles. Enfin. Proposé par l'Académie de Dijon, il obtient le premier prix avec son discours sur les sciences et les arts. Puis 5 ans plus tard, toujours à Dijon, présente son second discours intitulé « Discours sur les fondements et les inégalités parmi les hommes » qui déclenchera de vives polémiques. Qu'importe, il ne changera pas d'idée pour autant. Il voyage quelque peu, bien décidé à poursuivre sur la voie philosophique qu'il s'est tracée. Vient alors le temps où, craignant que l'on s'attaque à sa personne, il commence son œuvre autobiographique. Un long et extraordinaire travail alors commence.
l'écriture de ses confessions. Étrange miroir où Rousseau devient l'usine de Jean-Jacques. Peu à peu, la vision de Jean-Jacques Rousseau s'aiguise. Critiqué par des philosophes, attaqué par Voltaire lui-même, il ne cède rien sur ses idées, autant que sur ses certitudes. La population ira jusqu'à brûler ses livres et sa maison. Qui a dit renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme? Rousseau. Qui a dit moins inculte et raisonnable, plus on cherche à l'établir par la force? Rousseau. Qui a dit se faire sa propre opinion n'est déjà plus un comportement d'esclave? Rousseau. Qui a dit pour connaître les hommes, il faut les voir agir? Rousseau. Et puis encore, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La vieillesse, le temps de la pratiquer. Rousseau, Rousseau, Rousseau. La vérité par l'usage des mots. Il ne l'attendait pas plus qu'elle ne le prévint. C'est le 2 juillet, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, qu'il s'éteint. Il a 66 ans. Il est inhumé dans l'île des Peupliers. En 1794, les révolutionnaires le porteront nu et la Convention demandera son transfert au Panthéon. L'homme qui s'était tant battu pour le peuple devient alors une gloire nationale. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau pose le problème de la sincérité de son rapport à la vérité. Son œuvre ouvre une toute nouvelle forme de réflexion sur l'homme, peut-être la toute première de l'ère moderne. Proposé par l'Académie de Dijon et obtient le premier prix avec son discours sur les sciences et les arts. Puis 5 ans plus tard, toujours à Dijon,
présente son second discours intitulé « Discours sur les fondements et les inégalités parmi les hommes » qui déclenchera de vives polémiques. Qu'importe, il ne changera pas d'idée pour autant. Il voyage quelque peu, bien décidé à poursuivre sur la voie philosophique qu'il s'est tracée. Vient alors le temps où, craignant que l'on s'attaque à sa personne, il commence son œuvre autobiographique. Un long et extraordinaire travail alors commence. Il se lance dans l'écriture de ses confessions. Étrange miroir, où Rousseau devient le juge de Jean-Jacques. Peu à peu, la vision de Jean-Jacques Rousseau s'aiguise. Critiqué par des philosophes, attaqué par Voltaire lui-même, il ne cède rien sur ses idées, autant que sur ses certitudes. La population ira jusqu'à brûler ses livres et sa maison. Qui a dit renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme? Rousseau. Qui a dit moins inculte et raisonnable, plus on cherche à l'établir par la force? Rousseau. Qui a dit se faire sa propre opinion n'est déjà plus un comportement d'esclave? Rousseau. Qui a dit pour connaître les hommes, il faut les voir agir? Rousseau. Et puis encore, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La vieillesse, le temps de la pratiquer. Rousseau, Rousseau, Rousseau. La vérité par l'usage des mots. Il ne l'attendait pas plus qu'elle ne le prévint. C'est le 2 juillet, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, qu'il s'éteint. Il a 66 ans. Il est inhumé dans l'île des Peupliers. En 1794, les révolutionnaires le porteront nu et la Convention demandera son transfert au Panthéon. L'homme qui s'était tant battu pour le peuple devient alors une gloire nationale. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau pose le problème de la sincérité de son rapport à la vérité. Son œuvre ouvre une toute nouvelle forme de réflexion sur l'homme, peut-être la toute première de l'ère moderne.
plus qu'elle ne le prévint. C'est le 2 juillet, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, qu'il s'éteint. Il a 66 ans. Il est inhumé dans l'île des Peupliers. En 1794, les révolutionnaires le porteront nu et la Convention demandera son transfert au Panthéon. L'homme qui s'était tant battu pour le peuple devient alors une gloire nationale. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau pose le problème de la sincérité de son rapport à la vérité. Son œuvre ouvre une toute nouvelle forme de réflexion sur l'homme, peut-être la toute première de l'ère moderne.